l'article 1, peut-être pour la gouverne des téléspectateurs. Article 121, alinéa 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. C'est-à-dire que l'alinéa 1 dit exactement ceci. Les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités, etc. Oui. En réalité, c'était pas dit en définitive que la liste publiée par notre confrère Cameroun Tribune, c'est une liste qui n'est pas, restons dans le terme, qui en fait n'est pas autorisée. J'emprunte leur propre terme. Ils ont dit les partis politiques autorisés, mais je dis que leur liste-là n'est pas autorisée ni validée par quelque instance nationale que ce soit, et surtout pas par l'autorité compétente pour apprécier et valider les listes des candidats. Et nous savons quelle est cette autorité. Alors, sur la question Roland Diou, où se trouve véritablement la difficulté? Non, il n'y a pas de difficulté. C'est peut-être chez nos amis du RDPC qu'il y a une difficulté particulière. Il n'y a pas de difficulté. Moi, je vais emprunter à la technique de Maître Nguefa qui est le parler terre à terre. Le SDF avait 5 épouses, les députés. Le SDF a répudié lui-même l'une de ses épouses. D'accord? Mais la lecture de Cameroun Tribune et de nos amis du RDPC, c'est que quand bien même vous êtes une épouse répudiée, vous êtes toujours la femme de celui qui vous a répudié. Parce que l'article prétend que le SDF a 5 députés. Oui. C'est factuellement faux. Sauf si on me dit qu'on peut divorcer et toujours continuer d'être l'épouse de la personne dont on a divorcé. C'est factuellement faux. Si on s'arrête juste là. Oui. Et ce n'est pas la seule logique que nos amis d'en face refusent de voir. Deuxième étape, le mandat impératif est nul, l'article 15 alinéa de la Constitution. Ça veut dire que qui sont ceux qui entrent à l'Assemblée nationale? Les députés ou les partis politiques? Monsieur Fangwa. Ça veut dire que ceux qui entrent à l'Assemblée nationale, ce sont les députés. Les partis politiques, c'est l'accessoire. Je parle en présence de mes confrères, des aînés dans la profession. Ils savent très bien le principe de l'accessoire et du principal. Ce n'est pas le principal qui suit l'accessoire. C'est l'accessoire qui suit le principal. Donc, si le principal, c'est la qualité de député, ça veut dire que l'appartenance à un parti politique, fût-ce celui qui vous a investi, c'est l'accessoire. Il y a donc une simple présomption dès lors qu'un parti vous a investi. Il y a une présomption d'appartenance. Mais la présomption d'appartenance au parti qui vous a investi s'arrête dès lors que le mandat impératif étant nul, vous avez encore la liberté de vous prévaloir de ce parti-là ou pas. Mais nos amis du RDPC vous disent que quand vous démissionnez, vous êtes condamné à rester sans étiquette. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que, parce que quand ils veulent vous narguer, ils vous disent que allez donc demander à M. Nietzsche s'il siège à l'Assemblée comme député FCC. Allez donc demander à M. Nietzsche s'il reçoit les subventions de l'État du fonctionnement des partis politiques du fait de leur siège. Mais à cette question, je leur rappelle simplement que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a valeur d'une loi ordinaire qui ne peut pas être au-dessus de la Constitution. La loi qui porte financement des partis politiques, c'est une loi ordinaire qui ne peut pas être au-dessus de la Constitution. La loi qui porte code électoral, c'est une loi ordinaire qui ne peut pas être au niveau de la Constitution. La pratique législative, la pratique parlementaire et les règles de financement actuelles, puisque c'est eux qui les appliquent, ils ont choisi de leur donner une lecture particulière, une lecture contraire à la Constitution. Monsieur Nietzsche a été exclu du SDF. Comment se fait-il que logiquement on puisse considérer qu'il est député SDF? On le condamne à être sans étiquette. On lui interdit le droit de se remarier, si je reprends la théorie que j'ai prise tout à l'heure. On vous dit que dès que vous vous mariez avec le SDF, même si le SDF vous répudie, vous n'avez pas le droit de vous remarier parce que l'adhésion de M.
investiture au FCC, c'est un deuxième mariage. Après, si vous étiez Madame SDF et que vous divorcez, vous êtes toujours Madame SDF, même quand vous avez épousé Monsieur FCC. C'est ça que les gens du RDPC nous expliquent. Demandez à n'importe quelle des femmes qui nous écoutent là, si elle peut entendre simplement ce raisonnement. Elle a divorcé de quelqu'un, mais on lui dit qu'elle continue à porter le nom de son ancien mari. Au nom de quoi? C'est précisément à ce stade-là que non seulement le principe de l'accessoire qui suit le sort du principal s'applique, mais aussi en matière de liberté fondamentale, ce qui n'est pas interdit formellement est précisément autorisé. Il n'y a aucune disposition qui interdit à un parti de répudier son militant. Il n'y a aussi aucune disposition qui interdit à un militant de changer de parti. Et le problème qui se pose, c'est que lorsque le militant change de parti, s'il était élu, il ne perd pas sa qualité d'élu. Désormais, il représente autre chose, plus celui qui était son parti d'avant, ce qui est parfaitement logique. Et donc, quand on combine cela avec l'article 121, alinéa 2 du Code électoral, qui est écrit, comme je le rappelle, à contrario, c'est de dire que pour qu'un parti investisse un candidat sans y rajouter les 300 signatures des candidats indépendants, il suffit que ce parti soit représenté dans une foule d'institutions qui sont listées par l'article 121 alinéa 2, parmi lesquelles l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil régional, le Conseil municipal. Donc, si le parti qui vous signe la lettre d'investiture, qui est un peu comme la lettre de parrainage que nous signons pour permettre à nos candidats de présenter le barreau, est signé par un avocat qui a fait de parti, ça suffit. Pareil, si la lettre d'investiture est signée par un parti politique représenté, le parti aura juste faire la preuve qu'il est représenté. Il peut faire la preuve qu'il est représenté en démontrant que l'un de ses militants, carte de militant à l'appui, est présent dans l'une des institutions listées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette liste est susceptible d'évoluer par plusieurs mécanismes. Je l'ai dit, dans cette même liste, la chance a voulu que l'UPC n'ait pas d'autres représentants que son sénateur nommé. Oui. C'est une aubaine pour clarifier cette question. Et je précise que nos amis du RDPC, il y a 3 ans, quand ils commençaient ce débat malsain, disaient parti politique ayant des élus. On a laissé faire parce que ça veut dire que même lire l'article 121, ils n'ont pas lu. Parce que s'ils avaient lu l'article 121, ils auraient su qu'à aucun moment on a évoqué la question de l'élu. On dit que parti politique représenté. Puis, ils ont oublié que l'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection des partis. C'est l'élection des candidats. C'est le candidat qui se présente. Et il est soutenu dans son dossier de candidature par un ou plusieurs partis qui peuvent l'investir. Donc la question se pose plus du côté du RDPC. Quel est le parti qui va investir M. Biya en fait? Ah non,